Salut à tous, aujourd'hui on va parler du nouveau grand terrain de jeu des puissances mondiales. Et non, ce n'est pas sur la terre ferme, mais bien sur les mers et les océans. C'est là que tout se joue désormais. Regardez ce chiffre, 90%. Ça veut dire que 9 objets sur 10 qui nous entourent ont voyagé par la mer. C'est juste énorme. Ça montre à quel point nos vies, nos économies sont complètement dépendantes des océans. Et c'est justement ça, le point de départ de toute notre histoire. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment en est-on arrivé là ? Comment ces immensités, qui semblaient appartenir à tout le monde, sont-elles devenues ce gigantesque échiquier sur lequel les grandes puissances avancent leurs pions ? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Pour bien piger le truc, on va y aller étape par étape. D'abord, on verra pourquoi tout le monde se tourne vers la mer. Ensuite, comment on a essayé de créer des règles du jeu, des frontières. Après, on s'intéressera à la compétition pour les ressources, puis aux endroits où ça chauffe le plus, pour finir sur la question qui fâche. Est-ce que c'est la loi du plus fort qui s'applique ? Allez, on attaque. Cette dépendance de plus en plus forte envers les mers, ça porte un nom un peu technique, la maritimisation. C'est un phénomène clé qui a complètement rebattu les cartes de la géopolitique. Alors, la maritimisation, c'est bien sûr les immenses porte-conteneurs qui transportent nos marchandises. Mais c'est aussi, et il faut bien y penser, ce qui se passe sous eau. Figurez-vous que 99% de toutes les données intercontinentales, nos mails, nos appels, les Netflix, tout ça passe par des câbles sous-marins. Les océans sont devenus en quelque sorte la colonne vertébrale cachée de notre monde connecté. Bon, quand un espace devient aussi vital, on ne peut plus le laisser à l'état de Far West où chacun fait ce qu'il veut. Il a fallu poser des règles. Voyons donc comment on a tenté de dessiner des frontières sur l'eau. Pendant des siècles, le principe c'était la liberté des mers. La mer n'appartient à personne. Mais au XXe siècle, tout bascule. Le grand tournant, c'est en 1982 à Montego Bay, en Jamaïque. Là, les pays du monde se mettent d'accord pour créer un cadre légal et, en gros, pour territorialiser les océans. C'est une vraie révolution. Et l'outil principal de cette révolution, c'est la zone économique exclusive, la fameuse ZEE. Le principe est assez simple, chaque pays côtier a le droit exclusif d'exploiter les ressources dans un rayon de 370 km de ses côtes. Le résultat est dingue. Du jour au lendemain, un tiers de la surface des océans est tombé sous la souveraineté économique des États. Et à ce petit jeu, il y a des gagnants. Grâce à tous ces territoires d'outre-mer, de la Polynésie à la Guyane en passant par la Réunion, la France se retrouve avec la deuxième plus grande ZEE du monde, juste derrière les États-Unis. C'est un atout stratégique absolument phénoménal. Forcément, quand on commence à tracer des frontières autour de territoires qui regorgent de trésors, ça ouvre l'appétit. Cette création des ZEE a lancé une véritable course mondiale aux ressources. Et des ressources, il y en a. Il y a bien sûr la pêche, c'est la base, mais il y a surtout le pétrole et le gaz offshore. Et puis, le nouvel Eldorado, ce sont les minerais des fonds marins, comme les fameux nodules polymétalliques ou les terres rares, indispensables pour nos smartphones, nos batteries de voitures. Sans oublier les routes maritimes elles-mêmes, qui sont en train de changer avec la fonte des glaces. Bref, vous l'avez compris, les océans sont vus comme la nouvelle frontière, le nouvel Eldorado à conquérir. Et comme à chaque ruée vers l'or de l'histoire, ça crée des tensions énormes et ça devient un des principaux moteurs des conflits d'aujourd'hui. Bien sûr, cette course ne se joue pas partout avec la même violence. Il y a des zones, des points chauds où les tensions sont à leur maximum. Allons voir où ça chauffe vraiment. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute la mer de Chine méridionale. C'est devenu un véritable baril de poudre géopolitique. Là-bas, les revendications de plusieurs pays s'empilent et se contredisent. La Chine, le Vietnam, les Philippines, tout le monde veut sa part du gâteau. Et le gâteau ici, ce sont des petits îlots, parfois des simples rochers. Pourquoi ? Parce que posséder un caillot, ça donne droit à une ZEE tout autour. Et pour affirmer sa puissance, la Chine va jusqu'à construire des îles artificielles, avec des pistes d'atterrissage et des bases militaires, au mépris du droit international. Un autre point chaud, beaucoup plus au nord, l'Arctique. Là-bas, le réchauffement climatique est une catastrophe écologique, c'est clair. Mais pour certains États, la fonte des glaces est aussi vue comme une occasion en or. L'enjeu est double en Arctique. D'une part, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent, qui peuvent faire gagner des semaines de trajet entre l'Asie et l'Europe. Et d'autre part, on pense que le sous-sol regorge de pétrole, de gaz et de minerais. Du coup, les pays de la région se livrent une bataille juridique et scientifique pour prouver que le plateau continental, et donc les ressources, leur appartiennent. Cette lutte pour les ressources et les territoires nous amène tout droit à notre dernière partie, la dimension militaire. Parce que pour défendre ses intérêts en mer, pour s'imposer, eh bien il faut être capable de montrer ses muscles. Le mot qui désigne un pays dont la puissance est fondée sur la mer, c'est thalassocratie. Le Royaume-Uni était la grande thalassocratie du XIXe siècle, les États-Unis ont pris le relais au XXe, et aujourd'hui on assiste en direct à la montée en puissance impressionnante de la marine chinoise, qui a clairement l'ambition de les concurrencer. Être une puissance navale, ça sert d'abord à contrôler les points de passage stratégiques, qu'on appelle aussi les choke points, les points d'étranglement.
Ce sont des passages étroits comme le détroit d'Ormuz ou de Malacca où transite une part gigantesque du commerce mondial. Tenir un de ces détroits, c'est un peu comme avoir la main sur le robinet du pétrole ou des marchandises du monde entier. Du coup, on voit que la puissance maritime a un double visage. D'un côté, il faut coopérer. Par exemple, pour lutter contre la piraterie dans le golfe d'Aden, tout le monde y a intérêt. Mais de l'autre, c'est un outil de pure confrontation qui sert à projeter sa force et à défendre ses intérêts, quitte à intimider les autres. Et concrètement, ça se passe comment? Eh bien, premièrement, on installe des bases navales partout dans le monde. C'est ce que font les USA, mais aussi la France ou la Chine, à Djibouti par exemple. Deuxièmement, on déploie des flottes puissantes avec des porte-avions, symbole ultime de la puissance. Et troisièmement, on patrouille sans cesse sur les routes maritimes pour les sécuriser. Cette phrase résume tout. Elle est ancienne, mais elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Contrôler les mers, c'est contrôler les flux, qu'ils soient de marchandises, de données ou d'énergie. C'est contrôler le monde. On termine donc là-dessus. Cette maritimisation rend tous les pays de la planète de plus en plus dépendants les uns des autres. Alors, est-ce que cette interdépendance va nous pousser à nous affronter pour le contrôle des dernières ressources, ou est-ce qu'au contraire, elle va nous forcer à coopérer pour gérer ce bien commun vital? C'est sans doute l'une des questions les plus importantes du siècle qui commence.